Ces enjeux littéraires ne sont pas une fiction. Ils sont filmés, certes, et vous êtes devant votre ordinateur, hélas loin de nous, ici présent au Théâtre du Vieux-Colombier, et vous allez assister à ce que les paroles de nos invités vont produire. Je remercie donc bien évidemment toutes celles et ceux qui rendent possible cette 13e édition de ce que l'on nomme festival, pour aller vite, mais qui est bien plus que cela. À festival donc, je préfère le mot rencontre. Il dit mieux ce que sont ces temps où se croisent et se décroisent des fils de pensée. Ici, on découd en réparant. On interroge patiemment la langue qui dit ce qui sauve ou met à mal. On restaure. Survivre, cet intitulé proposé par Dominique Viard voici 2 ans, ne pouvait mieux tomber pour nous relever. Au cœur du réacteur de chaque enjeu, il y a les mots, leur assemblage, des styles, des couleurs, des effets, mais il y a surtout leur portée. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui déjoue les systèmes. Alors oui, on peut penser plus que jamais ici et maintenant à Victor Klemperer, dont l'œuvre ne cesse d'agir comme un déclencheur de conscience. La LTI, son manuel de résistance contre la peste brune, doit continuer à être comme un moteur pour chacun d'entre nous. Il sera évoqué, et bien d'autres choses encore, au cours de ces journées que je vous souhaite très riches de découvertes. Merci à Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, à Bénédicte Necaille, directrice du Théâtre du Vieux-Colombier, son équipe, bien sûr, nos invités, autrices et auteurs, leurs interlocutrices et interlocuteurs, critiques venus de l'université ou de la presse, le Centre Pompidou et Jean-Max Collard, l'Université Paris-Nanterre, la DRAC Île-de-France, les fondations Michalski et Pro Helvetia, l'Académie de Versailles, le magazine en ligne Diacritique, bonjour Johan Ferber, bien d'autres encore qui soutiennent ces rencontres et tous nos partenaires, je tiens à le dire, en France comme à l'étranger, les alliances françaises de Cuneo et de Turin, l'atelier littéraire de l'Université de Gdańsk, la mairie du 16e arrondissement, la mairie de Thiers, en banlieue sud, la maison de Rousseau et de la littérature à Genève, les académies franciliennes, la librairie Chan, qui tous diffusent ces enjeux pendant que nous les organisons et les tenons. Je ne pourrais bien évidemment pas présenter celles et ceux qui vont donner la parole à nos invités qui ont accepté d'être ici présents comme je le fais chaque fois. Mais je sais que le soin qu'ils ont mis à lire les œuvres de leurs interlocuteurs sera audible dans leur questionnement. Vous retrouverez toutes les informations concernant chacun dans le programme des enjeux en ligne sur notre site. Je tiens à remercier également Thomas Bouvard pour Archidouce Productions et Lisette Bouvier à la Maison des Écrivains de faire l'expérience de l'organisation d'une édition inédite en direct et en ligne et d'avoir veillé à chaque détail pour que chacun vive ses enjeux avec joie. Enfin, un message pour les enseignants de l'Académie de Versailles, notre fidèle partenaire donc. Il faudrait que chacun d'entre vous, là-bas, derrière vos ordinateurs, vous adressiez un courriel à Patrick Souchon, notre ami Patrick Souchon, conseiller livre et lecture à la DAC de Versailles, une attestation de présence à ces 2 journées de stage. Il nous est impossible de faire circuler, comme jadis, les feuilles d'émargement, comme l'on dit encore. Émarger, c'est joli, non? Mais pour l'heure, vivons davantage encore. Et je donne la parole immédiatement à Jean-Yves Masson, président de la Maison des Écrivains et de la Littérature, entre autres. Merci à tous. Merci, chère Sylvie. J'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de la Maison des Écrivains et de la Littérature et à ce titre de vous souhaiter la bienvenue, même à distance, à vous qui nous regardez en ce moment ou qui nous regarderez en différé. La Maison des Écrivains et de la Littérature est en danger. Elle est en danger depuis longtemps, mais ce danger augmente et il est particulièrement vif cette année. Il y a 2 ans, lorsque nous n'avions plus aucune place dans les institutions culturelles, que nous étions en situation d'abandon, nous avons lancé une pétition. Cette pétition a recueilli 8000 signatures, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'importance de notre mission et de notre rôle, très au-delà des écrivains de profession. Nous nous sommes dit, nous manquons de moyens pour poursuivre notre action et nous avons un peu de mal, même beaucoup de mal, à être entendus des pouvoirs publics. Alors, je vais vous lire un texte qui a été écrit par l'ensemble des membres du conseil d'administration, les 12 membres du conseil d'administration. C'est un texte collectif, un manifeste à ces 12 membres dont je fais partie et que je préside. S'est jointe Sylvie Goutte-Baron, que vous venez d'entendre, directrice de la Maison des Écrivains et de la Littérature,
Je vais vous lire ce texte en rappelant que si seulement 4 ou 5 000 des 8 000 personnes qui ont signé la pétition il y a 2 ans nous faisaient l'honneur, ou nous avaient fait l'honneur d'adhérer à notre association, l'adhésion est à 40 €, eh bien nous serions sauvés. Donc, s'il vous plaît, si ces enjeux vous intéressent, si vous comprenez l'enjeu de ces enjeux et ce que nous représentons, n'hésitez pas à adhérer à notre association avec l'espoir que nous nous verrons dans les années qui viennent autour de la littérature, non plus en visioconférence sur Internet, mais bien en présence. Je vous lis ce manifeste que nous avons intitulé « La littérature est inadaptable », manifeste pour la littérature, que nous avons appelé le manifeste du 4 mars. Pourquoi la Maison des écrivains et de la littérature est-elle menacée ? La Maison des écrivains est menacée parce que la littérature est menacée. Nous le pensons, car nous, écrivains, vivons littérature, laquelle est notre maison menacée. Ce n'est pas une image. Nous sommes littérature. Nous prenons le risque d'oser être totalement, inconditionnellement littérature. Nous l'affirmons. Au moment même où s'ouvre le festival littéraire de la Maison des écrivains, Littérature, enjeux contemporains, nous intitulons sa 13e édition « Survivre ». À ces enjeux, nous tenons, parce qu'ils sont au fondement même de toutes les actions conduites par la MEL dans le cadre de la transmission de la littérature. Nous disons partage et transmission. Nous disons éducation artistique et culturelle. Nous disons possibilité de rencontre. Nous disons échange de voix, de caractères, d'œuvres singulières qui se frottent et se jouent. Nous disons échange entre auteurs, éditeurs, jeunes et moins jeunes, étudiants et enseignants en attente d'inspiration, de voix, de bifurcations nouvelles. Les temps sont troubles, certes, mais les langues qu'utilise la littérature, donc la pensée, manifestent notre besoin de compréhension, de consolation et de résistance. Nous disons dignité. Nous disons nécessité de contrer tout système qui s'opposerait à la liberté de chacun. Aujourd'hui, plus que jamais, entre le présentiel et le distanciel, nous avons choisi l'oblique et l'existentiel, l'essentiel. Essentiel qui s'abreuve à la source, c'est-à-dire dans la langue, malmenée toujours par les pouvoirs qui, sous couvert de modernité ou désormais d'innovation, nous engluent dans une technolangue inepte, car elle est sans prise avec le réel humain, contrairement à ce qu'elle prétend, alors qu'elle ne vise qu'à étouffer la pensée indépendante et vive. La résistance de la littérature passe aussi par l'existence d'une maison solide, ouverte à tous les écrivains, à tous ceux qui veulent faire vivre la littérature. La MEL est cette maison, à la fois lieu de réflexion et d'interrogation, lieu de croisement entre tous ces regards portés par les écrivains sur notre monde et vecteur de transmission en direction de la jeunesse des valeurs qui lui sont propres. Il importe de montrer que ces valeurs ne sont pas simplement un objet patrimonial, mais une affaire plus que jamais vivante. C'est tout le sens des multiples actions dites d'éducation artistique et culturelle que la Maison mène inlassablement auprès des collégiens, des lycéens et des étudiants. Si la littérature est cette force émancipatrice, elle doit permettre d'éprouver et de faire éprouver à chacun sa liberté et tenir ce rôle sans entrave. La mettre en jeu, comme la Maison des écrivains et de la littérature le fait à chaque instant, c'est déjouer ce qui pourrait la réduire, voire l'anéantir, et redonner par les humanités l'humanité dont manque encore aujourd'hui notre société. Nous, écrivains, enseignants, passeurs de littérature, lecteurs, nous sommes littérature parce que nous la faisons vivre sans relâche, en écrivant, en lisant, en transmettant. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui notre volonté d'être entendus. Je donne les noms des signataires de ce texte. Marianne Alphand,
Béatrice Commanger, Benoît Connor, Éric Dussert, Roberto Ferrucci, Sylvie Goutte-Baron, Gilles Jallet, Alain Jobert, Ismaël Jude, Georges Lemoine, Jean-Yves Masson, Jean-Claude Pinson et Michel Simoneau. Et je vous souhaite 3 très belles journées. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de tenter d'ouvrir à nos rencontres, je voudrais ajouter aux remerciements qui ont été formulés tout à l'heure et aux propos de Jean-Yves Masson une salutation particulière, vraiment, pour Sylvie Goutte-Baron, pour Lisette Bouvier et pour Jean-Yves lui-même. C'est grâce à leur ténacité, à leur dévouement que les enjeux survivent dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, à la fois ceux de la pandémie et ceux des circonstances que Jean-Yves Masson vient de développer. Et je crois que sans l'élan qu'elle-même et Jean-Yves fournissent, nous n'en serions pas aujourd'hui encore dans ce grand rassemblement qui nous unit autour des livres et des écrivains. Et véritablement, je crois qu'il faut les en remercier. Alors survivre, introduire à des rencontres placées sous ce terme est un véritable défi et je crois que je ne m'y risquerai pas véritablement parce qu'on n'en finirait plus, en effet, d'énumérer toutes les calamités qui s'abattent sur notre monde, qu'elles soient d'origine sanitaire, comme celles qui nous privent aujourd'hui les uns des autres, naturelles, comme les tsunamis, tremblements de terre, éruptions volcaniques, sociales, comme les disparités qui entraînent chômage, misère, famine, ou plus largement d'origine humaine, comme les ravages des guerres, des crises économiques, leurs conséquences migratoires, les destructions et pollutions infligées à la planète au point d'en changer le cours climatique. Je ne reprendrai donc pas cette liste, hélas trop connue, que j'avais esquissée dans le petit texte de présentation de nos enjeux pour le mois de décembre et qui, hélas, est encore valable aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur leur prise en considération par cet art qui nous réunit aujourd'hui, la littérature, et concentrer simplement mon propos sur un point qui m'est apparu à la lecture des ouvrages de nos invités de quelques autres. Ce constat, historique si l'on veut, du moins d'histoire littéraire, est celui d'une certaine mutation de ce que l'on pourrait appeler les équilibres thématiques en littérature. Si l'on accepte les grands textes fondateurs, les mythologies diverses, les épopées antiques ou même les textes sacrés, il m'apparaît en effet que la création littéraire fut assez longuement de spectres restreints. Je veux dire par là que les poèmes, les récits, les romans, les pièces de théâtre concentraient leur intérêt sur des objets de faible ampleur. Histoire sentimentale, tragédie du pouvoir et de la passion, lyrisme personnel, romans d'initiation ou d'éducation, romans d'aventure, récits de voyage, comédies et drames bourgeois, etc. Mais peu de textes, semble-t-il, sinon quelques chroniques de guerre et fresques épiques s'intéressaient aux phénomènes collectifs, aux catastrophes générales et de portée universelle. Rares sont en effet les livres qui émergent de ce spectre thématique restreint pour se consacrer à des questions de plus grande ampleur. La destruction de Pompéi, dans Pline le Jeune, le poème de Voltaire sur le désastre de Lisbonne, la peste chez Artaud et Camus, ou le choléra chez Giono et Garcia Marquez, par exemple. Or, il semble que ce déséquilibre s'inverse au fil du temps récent, comme si la littérature prenait peu à peu conscience de la mondialité du monde, pour le dire ici avec une formule que j'emprunte à Michel Deguy. La littérature n'est certes pas la seule, et le mouvement sans doute s'origine de plus loin. C'est un phénomène de grande amplitude qui s'ouvre peut-être avec les voyages en Orient de Marco Polo, la découverte du Nouveau Monde, qui s'amplifie plus tard avec l'édification d'empires coloniaux et les expositions universelles qui en témoignent, puis se renforce encore avec les guerres mondiales et ce constat terrible de Valéry, selon lequel nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Et cela a pris un tour nouveau encore avec la conscience contemporaine de l'impact des activités humaines sur le destin de la planète. Cette ère géologique nouvelle, ouverte de longue date, mais aujourd'hui intelligible comme telle, que nous nommons désormais Anthropocène. Tel est notamment le sens du livre de Jared Diamond, traduit en français sous le titre « Effondrement »,
qui s'intéresse à la disparition de cités et de civilisations anciennes, cherche à en identifier les causes diverses et conclut que toutes doivent leur effondrement à la collusion de phénomènes de moindre ampleur, mais conjugués les uns aux autres. Conjugués comme ces menaces simultanées qui pèsent sur le monde contemporain et dont je n'ai pas voulu tout à l'heure développer la liste. Or, non seulement Jared Diamond identifie ces menaces, qui sont aujourd'hui les nôtres, mais il va plus loin, et sans doute est-ce le plus inquiétant, car le monde désormais, comme je le disais à l'instant, est mondialisé, et tous les pays, tous les territoires, toutes les sociétés sont interdépendants les uns des autres. Pour la première fois dans l'histoire, écrit Diamond, nous courons le risque d'un déclin mondial. Or, dans ce vaste mouvement de prise de conscience, la littérature tient sa place, qui est à la fois d'alerte, de reflet et de symptôme. Et elle en est changée. Elle est le lieu d'une inversion du regard. Sans doute indissolublement liée à ces réalités que je viens de décrire, qui en modifient les thèmes et les formes, les font passer de l'expérience singulière à ce qu'on pourrait appeler l'expérience et la conscience du commun. On peut en décrire plusieurs manifestations. Thématiques d'abord, lorsque les témoignages et récits de la Shoah manifestent tous non pas le destin d'un seul, ni d'une famille, mais le crime génocidaire qui embrase tout un peuple, entreprend de détruire non des individus, mais une civilisation, une culture, une langue. Crime dans lequel ce seul, cette famille, se trouve broyée avec tant d'autres, comme tant d'autres. Lorsque les textes sur le sida ne sont plus, comme l'étaient encore au XIXe siècle, ceux sur la pneumonie ou la tuberculose, ou même au XXe siècle sur le cancer, une traversée individuelle de la maladie, mais la prise en considération d'une contamination bien plus générale et partagée, l'épreuve d'une communauté, d'une génération, sur laquelle bien des écrivains, d'Hervé Guibert à Mathieu Riboulet, ont attiré notre attention. Lorsque se multiplient des récits sur les calamités collectives, Fukushima, Michael Ferrier, le tsunami, Emmanuel Carrère, le tremblement de terre d'Haïti, Franck Etienne, Yannick Lahens, l'ouragan de la Nouvelle-Orléans, Laurent Godet, Tchernobyl, Svetlana Alexeyevitch, ou lorsque c'est tout un pays qui s'effondre inexorablement, comme aujourd'hui le Liban, ainsi qu'en témoigne Sharif Majdalani. Même l'autobiographie n'est plus aujourd'hui cet acte individuel et quelque peu narcissique qu'elle fut longtemps, mais elle s'écrit au pluriel, comme dans les années d'Annie Ernaux. Cette prise en compte de la communauté des calamités, des catastrophes, des évolutions ou plus simplement des expériences se remarque aussi bien dans la forme des textes, qu'il s'agisse de leur structure pronominale. Je parlais d'Annie Ernaux à l'instant, mais combien de livres aujourd'hui choisissent le « on » et le « nous » comme vecteur de la narration, à la manière de François Bon. Combien se disposent en structure chorale de Mélisse de Kerangal à Laurent Godet et Gouka Anne, ou élisent une forme rhizomatique, comme ceux de Pierre Ducrozet, ou encore multiplient les hétéronymes, les brigades et collectifs, comme les ouvrages de Volodine et de ses comparses. Ou encore cette tentative qu'a François Sureau de retenir l'or du temps comme l'eau de la Seine en y mêlant les vies et les époques. Même l'expérience la plus singulière qui soit prend une dimension collective. Ainsi, par exemple, de Nastasia Martin, qui, rapportant l'attaque d'un ours dont elle fut victime au Katchamka, violence à laquelle la plupart d'entre nous ne seront jamais confrontés, écrit, je cite, « Mon problème, c'est que mon problème n'appartient pas qu'à moi. Que la mélancolie qui s'exprime dans mon corps vient du monde. Il est possible de devenir le vent qui souffle à travers nous, comme disait Laurie, et il est commun de ne pas en revenir, comme lui, comme tant d'autres. Ainsi, plus que jamais, la littérature actuelle, me semble-t-il, fait du commun. Elle se fait écriture du commun, du tant d'autres. Aussi est-elle bien loin cette sclérose qu'on lui a, à tort sans doute, reprochée autour des années 80-90 lors du triomphe médiatique de l'autofiction. Loin aussi du solipsisme formel dans lequel elle s'était peut-être un peu trop recluse lors des 2 décennies précédentes, 50 à 70 de l'autre siècle,
formaliste s'il en fut. Non seulement la littérature s'est redonné des objets extérieurs à elle-même, mais ce sont des objets partagés. Et disant cela, je ne m'éloigne pas de notre titre, Survivre, car cela montre que, bien au-delà de cette résilience dont les médias ont fait leur leitmotiv, la survie n'est pas une simple affaire de volonté personnelle, ni de ressources psychiques individuelles, mais qu'elle suppose une conscience et des pratiques collectives, des mises en commun, des attentions et des soutiens réciproques. Ce que, du reste, notre temps enregistre aussi avec des phénomènes amplifiés par les médias sociaux, dont MeToo, par exemple, est l'emblème, comme le sont aussi les mouvements sociétaux provoqués par des livres comme celui de Vanessa Springora. Exercice solitaire, donc, dans l'écriture comme dans la lecture, la littérature déploie désormais des consciences collectives, et comme telle politique. Et ce n'est pas Nathalie Quintane, je pense, qui me démentira. Même une expérience aussi particulière que celle vécue par Johann Barbero témoigne d'une réalité géopolitique qui la dépasse. La littérature contemporaine résonne aussi spectralement d'une histoire collective jamais véritablement dépassée et toujours sur le point de revenir, comme le montrent aussi bien les romans de Sylvie Germain que les réflexions de Johann Chapoutot sur les techniques de management imprégnées des contraintes sociopolitiques du passé. De nombreux travaux, comme ceux de Catherine Cocchio sur l'écriture de la violence historique, ne cessent de le dire. De même, dans un autre champ, la littérature de l'environnement ne peut qu'être une littérature de la conscience collective. La sauvagerie de Pierre Vinclair le prouve à sa façon, tout comme les travaux critiques menés par Pierre Scoutius. Parallèlement, cela induit un autre phénomène, le développement de plus en plus soutenu, me semble-t-il, des non-fictions qui font enquête sur des réalités diverses, historiques, sociales, géopolitiques, comme l'a établi Laurent Demanze, ou dans ce que j'appelle littérature de terrain, lesquelles se tournent si fréquemment vers la survie de ces tant d'autres qui sont leurs objets, affrontés à telle ou telle vicissitude historique ou sociale, comme on le voit encore dans le récent ouvrage de Joyce Orman sur les hôpitaux psychiatriques. Parmi ces littératures de terrain, on évoquerait encore la vaste enquête, déployée sur plus de 20 ans désormais, que mène Jean Hatzfeld au Rwanda, elle aussi profondément collective dans sa manière de donner parole aux témoins, victimes, génocidaires, rescapés et descendants des protagonistes, ou l'effort produit par Hélène Gaudy pour restituer ce qu'il en fut vraiment de Theresienstadt, par Arnaud Bertina pour dire ce qu'il en est des adolescentes africaines contraintes de se prostituer, et les exemples ne manquent pas. De même, aux confins de la fiction et de la non-fiction se déploient aujourd'hui des fictions de réel, pour reprendre le terme de notre collègue québécois Robert Dion, toutes habitées d'un même souci d'information, quand bien même elles préfèrent le détour d'une fictionnalisation de leurs propos. C'était le titre d'un de nos enjeux précédents, d'une de nos rencontres autrefois, la littérature fait savoir. Mais j'ajoute pour terminer que dans les pastilles vidéo que les écrivains ont bien voulu proposer pour tenir lieu de nos rencontres supprimées en décembre, plusieurs ont fait entendre une autre acception de notre intitulé. Survivre, non plus dans le sens de tenter de se reconstruire ou de se perpétuer après un drame, quel qu'il soit, mais donner plus d'intensité à l'existence. Survivre, comme vivre plus, vivre mieux. La littérature, sans doute, concourt aussi à une telle intensification par la mise en mots, la mise en lumière, la mise en intrigue, parfois en scène ou en poème qu'elle propose de nos vies, qui peuvent aussi être banales ou dérisoires. Elle fait ainsi trace de nos cataclysmes, immenses ou minuscules, mémoire de nos deuils et de nos désirs. Elle les redouble, elle les figure, elle les transfigure, elle les inscrit dans un trajet dont elle-même est le produit. Car c'est toujours après que l'on écrit. Après, c'est-à-dire alors même que l'on a survécu déjà à ce qui, pendant un temps, a menacé de nous abattre. Que l'on y songe, parce qu'à la fois elle vient toujours après, et parce qu'elle perpétue, parce qu'elle figure et intensifie. La littérature est par essence même le lieu de la survivance. C'est elle qui nous donne ce que le passé a pensé, a souffert, a aimé, a vécu. C'est elle qui, dans le geste de la lecture, à nouveau le fait vivre, revivre, survivre.
Que l'on se souvienne de la suggestion de Patrick Deville dans Peste et choléra, que pour l'occasion on pourrait presque renommer Covid et Corona. Je le cite, « 7 milliards d'hommes peuplent aujourd'hui la planète, quand c'était moins de 2 au début du XXe siècle. On peut estimer qu'au total, 80 milliards d'êtres humains vécurent et moururent depuis l'apparition d'Homo sapiens. C'est peu. Le calcul est simple. Si chacun d'entre nous écrivait ne serait-ce que 10 vies au cours de la sienne, aucune ne serait oubliée, aucune ne serait effacée. Chacun atteindrait à la postérité et ce serait justice. Ainsi, écrire, c'est survivre et faire survivre. Non seulement avoir survécu, mais vivre 2 fois. Revivre en mots ce qui fut vécu en chair et le donner à vivre en émotions partagées à qui s'en empare à son tour en ouvrant les pages et redonne vie ainsi à ce qui fut vécu, à ce qui fut rêvé, éprouvé. La littérature est ainsi par définition, pourrait-on dire, le lieu même de la survie. Car, comme l'écrit très justement Claire Fercac, qu'on s'apprête à entendre, ce qui est nommé reste en vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à entendre ces entreprises d'écriture et de mise en résonance, de mise en mémoire, de mise en survie que nous proposent tous les écrivains et conférenciers que nous avons invités. Et parmi les premières d'entre elles, Claire Fercac et Hélène Gianecchini, qui sont présentées par Alain Nicolas. Merci, au revoir, bonne audition.